Stop all the clocks, cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum. Bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows round the white necks of the public doves. Let the traffic policeman wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest. My moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. Stars are not wanted now, put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Do any good. Do any good. Do any good. Do any good. Crashing out the club, crashing out the silver rain in your head. Cut off all the sound blocks, cut off all the things turn to rain. Crashing out the clock, crashing up the silver rain in your head. Cut off all the sound plays, cut off all the things turn to rain.
Facebook. Bonsoir à tous. Flavien, la playlist ne te plaît pas? Jean-Mich, je te signale que je fais cette émission depuis 3 ans. Et depuis 2 ans et demi au même créneau, et c'est pas moi qui ai choisi le créneau d'Asselineau, mais ce serait plutôt Asselineau qui a choisi le même créneau que moi. Bonsoir à tous, on attend que Mumble se mette en route. Ça va être assez difficile ce soir. Vous pouvez me faire un retour sur Facebook, me dire si vous avez le son. Bonsoir Yannick, tu m'entends? Pas de problème, je t'entends. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi, ok. On attend 10? Oui, on va attendre 10, de toute façon on va attendre qu'il y ait du monde surtout. Audi, tu es par là, s'il te plaît? Oui, Yannick. Est-ce que tu peux me dire s'il y a du retour son sur Facebook, s'il te plaît? Oui. On entend mon micro? Un instant. Donc essai micro sur Facebook, hein. Essai micro.
quelqu'un peut me donner le retour. Ok, c'est ok au niveau du retour. Ok, merci. Avec plaisir, Yannick.
Ok, c'est mieux comme ça. 21h10, l'UE dans tous ses états avec Yannick Hervé, membre et porte-parole de l'association Les Clés de l'Europe, rendez-vous hebdomadaire sur Canal Citoyen. Donc les portails, on vous les rappelle, ce sont les pages Facebook Les Clés de l'Europe et Canal Citoyen. Également sur YouTube, vous pouvez nous suivre pour les podcasts. Ce soir, 20e édition de la troisième saison. Bonsoir à toi Yannick, petit sommaire que tu nous dérouleras et puis aussi j'aurai 2-3 petits messages à te passer, mais on fera ça en seconde partie. Bonsoir Yannick. Bonsoir. On y va, on démarre ? Ouais. Alors bonsoir et bienvenue à tous en ce mercredi 10 janvier 2018 pour la 88e édition de cette émission interactive. Je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les mercredis soirs. Merci à Rudy qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. Je rappelle en plus de Rudy que le flux audio est disponible sur Mumble qui permet une interaction grâce au micro de chacun. Et la vidéo qui encapsule les interventions Mumble est retransmise sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager. Sur Facebook, vous pouvez poser des questions ou faire des remarques dans les commentaires qui sont repris par l'animateur. La vidéo est enregistrée et permet de fabriquer un podcast. Alors, j'ai sauté la page, désolé. Alors, le sommaire de ce 88e numéro. On va parler des échéances électorales européennes en 2018. On va parler des élections italiennes qui sont importantes. On parlera de projets fédéralistes secrets qui se passent en France. Dans les indices du bordel ambiant, on parlera de Macron et de la Turquie, de la divergence de Target 2, du sandwich néerlandais de Google, de Tony Blair, que j'appelle le blaireau, de la crise migratoire, de Airbus et de la Pologne, de la suite du glyphosate. Puis on fera quelques citations, je vous rappellerai l'adresse du journal Ipso Facto Europa, et je vous ferai un message important, le même que la semaine dernière, mais je répéterai parce que je pense que c'est une opportunité qu'il faut utiliser. Alors les échéances électorales en 2018 en Europe. Donc il va y en avoir un certain nombre, je ne les ai pas comptées, je vous laisse compter, mais on va avoir des élections présidentielles en Russie. Alors je parle Europe, j'ai pas dit Union Européenne, j'ai bien dit Europe. On va avoir des élections présidentielles en Russie, en Finlande, en République tchèque, en Irlande et à Chypre. On va avoir des législatives en Italie, très vite, le 4 mars, en Hongrie, en Slovénie, en Suède, en Lettonie et en République turque de Chypre du Nord. D'ailleurs, je rappelle que l'île de Chypre est coupée en deux et occupée par l'armée turque au nord. Et ceci est bien donc une guerre de position entre deux camps, les Turcs qui occupent le nord de Chypre et puis les Chypriotes qui sont au sud, et ceci est bien sur le territoire de l'UE. Donc quand on nous dit que l'UE c'est la paix, c'est un mensonge. Et donc il va y avoir des élections dans ce territoire nord de Chypre qui va permettre éventuellement de reprendre les négociations de paix qui datent depuis très très longtemps. Et on n'en parle jamais, mais il y a effectivement un conflit armé, bien qu'il n'y ait pas de coup de feu qui soit tiré en ce moment, mais c'est un conflit armé, il n'y a pas de paix sur un territoire, sur un pays de l'Union Européenne. Il va y avoir des régionales en Allemagne, chose extrêmement importante suite à la coalition ou à la tentative de coalition qui est en ce moment, et notamment si la coalition ne se fait pas, il y aura encore des élections générales, et puis des élections régionales, et donc tout ça risque d'interférer beaucoup. On va avoir des élections municipales au Royaume-Uni et en Pologne. Alors quand on connaît l'ambiance de défiance actuelle, on peut s'attendre à des bouleversements politiques, notamment dans les pays plutôt à l'est de l'Europe, et donc un renforcement, actuellement la tendance est plutôt un renforcement des partis de droite, voire d'extrême droite. Alors dans ce contexte-là, on va parler des élections italiennes. Donc l'Italie verra des élections générales anticipées après une dissolution le 4 mars prochain. Donc ce sont les élections qui ont eu lieu le 4 mars, les dissolutions ont eu lieu fin décembre. Cette campagne électorale sera celle du retour médiatique de l'ancien chef du gouvernement et chef de file de Forza Italia, Silvio Berlusconi. Alors, en fait, lui, en tant que personne, reste inéligible à toute fonction publique, car condamné pour fraude fiscale, mais il a le droit de mener son mouvement et de faire la campagne électorale. Sa coalition de centre-droit a gagné les élections régionales en Sicile, qui avaient valeur de test en vue des législatives du printemps prochain. Et donc, fort de cette victoire en Sicile, il pense qu'il va refaire une percée au niveau des élections législatives. Donc, si les sondages se réalisent, les élections déboucheront sur un panorama très fragmenté qui nécessitera des pactes. Donc aucun parti, pour l'instant, n'est donné avec une majorité absolue, ça sera que des trucs autour de 25-30%, et donc il va falloir faire des coalitions, comme en Autriche ou en Allemagne. Donc selon les sondages, le mouvement 5 étoiles est en tête des intentions de vote avec 30%, face à 20% pour le Parti démocrate,
mais il pourrait se faire dépasser par une coalition de droite composée de Forza Italia, du parti Ligue du Nord et de l'ultra-conservateur Fratelli d'Italia. Pour l'instant, c'est la cacophonie, notamment sur l'UE et l'euro. Donc Silvio Berlusconi a déclaré que l'Italie ne devait pas quitter l'euro, que la monnaie de la zone euro devait continuer à être gérée comme le souhaite le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Il a assuré que la Ligue du Nord, ses alliés, ses futurs alliés, avaient abandonné cette idée, mais son principal allié pour les élections législatives du 4 mars a fait aussitôt savoir son désaccord. Donc avant même qu'ils soient alliés, ils sont déjà pas d'accord. Le porte-parole de la Lega pour les questions économiques, Claudio Borghi, a souligné que si la droite remportait les élections, elle préparerait sans attendre la sortie de l'Italie de l'euro, accusée par beaucoup d'Italiens d'être responsable des difficultés économiques du pays. Le secrétaire fédéral de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, a fait des déclarations contradictoires sur l'euro. Il s'est moqué de l'idée d'un référendum sur la monnaie unique proposée par son rival du mouvement 5 étoiles, mais la semaine dernière, il a promis de rectifier l'erreur de l'euro. Je vous rappelle qu'une enquête de la fondation Bertelsmann, dont j'avais parlé en octobre dernier, a montré que 80% des Italiens n'étaient pas satisfaits de la direction prise par l'Union européenne. Donc, si on met en même temps les sondages, les coalitions possibles, les différentes positions, en fait, ça promet une belle pagaille en perspective, et donc à partir du 4 mars, les choses vont se passer certainement difficilement. Il faut savoir que sur la dernière législature, on a vu 3 premiers ministres. L'Italie est assez spécialiste de ces gouvernements très très instables qui sautent les uns après les autres. Donc ça ne changera pas grand-chose de ce côté-là. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on risque d'avoir une défiance totale vis-à-vis de l'Union européenne et de l'euro. Et ça, c'est une nouvelle donne. Alors il faut savoir que l'Italie est un pays qui est en faillite, on en parlera tout à l'heure. C'est un pays qui est en faillite aussi bien d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue bancaire. Et donc, elle risque d'être mise sous tutelle. Ce pays risque d'être mis sous tutelle par l'Union européenne assez vite si la direction qui est prise par l'Italie ne plaît pas au niveau européen. Quelqu'un veut parler de ça ou j'enchaîne ? Non, on peut enchaîner, on commence calmement. Et on vous invite d'ailleurs à réagir directement sur Facebook. On retransmet les questions. On remercie Coralie au passage. On dit bonsoir à tout le monde, notamment à Delphine et aux autres habitués, Olivier, Charlie, Joe et Anna, Béatrice également, et Domenico de l'association qui nous suivent, qui sont là, présents. N'hésitez pas à poser vos questions. On les retransmettra directement à Yannick. On peut continuer. Alors je vous parlais de quelques projets fédéralistes secrets. Alors ils ne sont pas très secrets, mais personne n'en parle, et surtout pas la presse française. Alors, on apprend par une dépêche Reuters du 3 janvier dernier que les députés de la France Insoumise et leur leader Jean-Luc Mélenchon ont annoncé qu'ils refusaient de signer 2 propositions de texte sur un nouveau traité de l'Élysée avec l'Allemagne et un accord parlementaire franco-allemand. Donc François de Rugy, le président du Parlement français, a adressé 2 textes au groupe parlementaire le 29 décembre pour qu'il les signe au plus tard le 4 janvier, sans possibilité de les discuter ni de les amender. Et donc c'est dans ce cadre-là que Jean-Luc Mélenchon a dit il est hors de question qu'on signe ces documents-là. Alors je vais vous refaire le contexte. La France et l'Allemagne célèbrent le 22 janvier le 55e anniversaire du traité de coopération bilatérale qui a scellé leur réconciliation. Alors ce traité avait pour but de fixer les objectifs d'une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Sur le plan politique, il établit un programme pour l'organisation de sommets militaires ou intergouvernementaux afin de soutenir une coopération dans de nombreux domaines, au nombre desquels les affaires étrangères et la défense. L'objectif principal du traité était de faire une alliance étroite entre les 2 pays et à la fois d'éloigner la RFA de son protecteur américain, ce qui était nécessaire pour faire réussir le projet du général de Gaulle d'une Europe indépendante des États-Unis, le fameux fédérateur extérieur. Pour obtenir du Bundestag méfiant une large ratification, Adenauer s'est résigné à adjoindre au traité un préambule unilatéral, c'est-à-dire non discuté avec la France, qui affirme la solidarité atlantique de l'Allemagne, à l'opposé des objectifs du traité, réduisant ainsi la portée européenne au sens gaullien du traité. Ce préambule a été rédigé sous l'influence de Jean Monnet pour torpiller l'initiative de Gaulle. Il faisait pression sur Adenauer depuis le 20 janvier. Et donc la ratification a eu lieu au mois de mai. Et le traité était signé le 22 janvier, la ratification au mois de mai, et Monnet était dans le bureau d'Adenauer, enfin dans le bureau, en tout cas faisait pression à Adenauer pour ne pas signer ce traité, et donc il y a eu ce préambule. Dans les papiers de Jean Monnet, on trouve en effet un projet de texte daté du 26 février, qui servira de base à la résolution provisoire du 1er mars, et ensuite au préambule. Cependant, Monnet est loin d'être le seul à travailler sur cette affaire. Alors, retour à l'actualité. Le premier texte proposé par de Rugy est un projet de résolution commune de l'Assemblée nationale française et de Bundestag allemand, qui invite les gouvernements des 2 pays à travailler en 2018
un nouveau traité de l'Élysée. Alors, quand on dit que c'est un texte qui est proposé par l'Assemblée nationale française et le Bundestag, c'est pas l'Assemblée nationale française, c'est le président de l'Assemblée nationale française qui a rédigé un texte avec le Bundestag, je sais pas comment ça s'est passé là-bas, et qui ne met au courant les parlementaires que le 26 décembre. Jour férié en Alsace, mais que le 26 décembre pour une signature le 4 janvier. Donc c'est un texte qui n'est pas du tout démocratique ou discuté ou pris par la représentation nationale. Ce texte prône notamment la mise en place d'un espace économique franco-allemand avec des règles harmonisées. Par exemple dans le domaine fiscal et une coopération plus étroite en matière de politique étrangère, de défense, de développement et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc en fait, ça revient à prendre la place de l'Union européenne et ça revient à faire une petite Europe à deux par-dessus la tête des autres partenaires. Le second texte est un accord de coopération entre les deux assemblées qui prévoit notamment une convergence des procédures législatives des deux pays pour la transposition dans les droits nationaux des directives européennes. Donc écoutez bien, je répète, c'est un texte qui prévoit en gros que les deux assemblées nationales fonctionnent de la même façon avec les mêmes textes. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté parlementaire, même au niveau national, puisque les deux pays s'associeraient dans leur procédure législative. Donc Mélenchon estime que ces textes constituent une faute à l'égard des autres pays de l'Union européenne, qu'ils méprisent en les ignorant le couple franco-allemand étant selon eux ressenti à juste titre comme un directoire aussi arrogant qu'archaïque. C'est lui qui le dit ça. Il accuse leur auteur de dédaigner les affinités réelles de la France avec l'Europe du Sud pour entretenir la fiction d'une relation privilégiée avec l'Allemagne et juge leur contenu en décalage avec les urgences du temps. Il refuse enfin de signer des textes contenant selon eux de nombreuses dispositions contraires à la nature républicaine spécifique de la France en tant qu'État unitaire. Donc au-delà du refus de Jean-Luc Mélenchon, qui nous a quand même permis d'avoir connaissance de ces projets qui seraient passés inaperçus sinon, nous assistons à une volonté trouble de dissoudre la France dans un chaudron nauséabond où l'ingrédient allemand dominera tout en niant la réalité des autres partenaires européens relégués au rang d'observateurs. Moi je demande, quand avons-nous donné mandat à nos représentants pour ça ? Est-ce que qui que ce soit dans une campagne électorale présidentielle législative nous a dit, si nous sommes élus, nous fusionnerons les deux parlements français et allemand ? Personne n'a jamais parlé de ça, personne ne nous l'a dit, c'est donc de l'abus de pouvoir et c'est surtout un déni de démocratie, même vis-à-vis des représentations nationales. Au moins la représentation nationale française, je ne sais pas quelle a été la procédure suivie en Allemagne. Donc c'est assez lamentable et je pense que... Enfin, moi je trouve ça incroyable qu'on puisse laisser faire des choses comme ça. Quelqu'un veut réagir à ça ? Sur Facebook, Steph Royard qui disait bonsoir à vous. Pensez-vous que l'Italie peut sortir de l'Union Européenne, de l'euro ou d'autres pays aussi également ? Alors, qu'elle le puisse, certainement, qu'elle le peuvent. Voilà. Alors, qu'elle le puisse au sens... Tu m'entends Yannick ? Premier loupé de clavier. Alors, que l'Italie puisse en sortir au sens technique, il n'y a aucun problème. Que l'Italie puisse en sortir au sens et la possibilité de le faire, ça c'est autre chose. Et que l'Italie veuille le faire, c'est un troisième point. Dans l'état actuel des sondages, il n'y a pas encore, au moins d'un point de vue, je ne parle pas d'un point de vue population, mais d'un point de vue futur candidat et coalition, il n'y a pas la majorité qui permettrait d'avoir un gouvernement qui lance un projet dans ce sens-là. Ça peut encore évoluer jusqu'au 4 mars. Bon. Surtout que c'est qu'il y a une partie de la gauche et une partie de la droite qui le veut, et ils ne gouverneront jamais ensemble. Bon, ça c'est une chose. Faisons l'hypothèse que les opinions évoluent, et qu'il y ait effectivement un gouvernement contre l'euro d'abord et contre l'UE après, contre l'euro d'abord, parce que l'UE c'est plus difficile, qui soit mis en position de prendre la décision. Je pense que la pression internationale, la pression des organismes financiers et bancaires sera telle que l'Italie ne pourrait pas le faire, parce que, on verra après tout à l'heure, mais l'Italie est dans une position financière extrêmement difficile, et il lui faudrait un courage et des ressources extrêmement élevé pour qu'elle puisse le faire. Donc c'est pour ça que c'est le pays qui serait le plus simple à sortir de la zone euro, mais c'est le pays qui aura le plus de difficultés de le faire du fait des montagnes d'argent qu'elle doit au système. On en parlera tout à l'heure.
Ok, d'accord, merci. On peut passer à la suite. Alors, on va passer dans les indices du bordel ambiant. On va parler d'abord de Macron et de la Turquie. Donc, suite à la visite d'État d'Erdogan, Macron, qui est venu en France, qui a fait un petit tour d'Europe, Macron propose un partenariat, une coopération avec la Turquie, mais pas une adhésion. Alors, petit rappel, la Turquie a présenté sa demande d'association à la CEE, écoutez bien la date, le 31 juillet 1959. Il y a 58 ans. 18 mois seulement après l'entrée en vigueur des traités de Rome. C'est-à-dire que la Turquie était sur les rangs il y a 58 ans. Donc la Turquie peut commencer à se fâcher de dire qu'on la laisse, enfin moi je serais fâché depuis longtemps, qu'on la laisse à la porte et qu'on ne veut pas négocier avec elle. Donc ça c'est une chose. Il y a beaucoup de pays qui sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, pour la raison simple que la Turquie... Alors il y a deux raisons. Il y a une première raison géographique, c'est que la Turquie, elle a 5% de son territoire en Europe, le reste c'est en Asie. C'est ce qui est à l'ouest du Bosphore, c'est en Europe, le reste c'est en Asie, premièrement. Et deuxièmement, c'est un pays qui est à très forte majorité musulmane. Et si la Turquie rentrait dans l'Union européenne, ça modifierait les équilibres de façon quasiment définitive. Et ça poserait des problèmes d'équilibre. Bon, ça c'est le côté géopolitique. Et par contre, on laisse lambiner Erdogan à l'entrée de l'UE en lui faisant croire qu'il y a des négociations, plus de négociations, des négociations. Les 2 dernières années ont été très dures autour de la crise des migrants, autour de la tentative de coup d'État qu'il y a en Turquie, des purges auprès des journalistes, enfin des choses très très dures. Donc les relations entre l'Union européenne et la Turquie ont été très très difficiles, cette dernière année et demie, presque 2 ans. Alors en fait, quand Macron propose un partenariat, une coopération plutôt qu'une adhésion, bon, il entérine le fait que l'adhésion ne se fera pas ou pas grand monde n'en veut, et il dit qu'il faut mettre en place un partenariat. Alors ça c'est une blague, parce que l'empereur autoproclamé de l'Europe, qui n'a strictement aucun pouvoir de décision dans ce domaine, propose simplement ce qui est déjà en place. Je rappelle que la Turquie a déjà touché 7 milliards d'euros par les fonds de préadhésion, et on lui a promis 6 milliards de plus dans les 3 ans pour la gestion des réfugiés et l'amélioration de ces dispositifs éducatifs. En gros, c'est donner accès à l'école aux enfants de réfugiés en général, de migrants en général. Donc en fait, la Turquie est déjà un partenaire de l'Union européenne, puisqu'elle a touché elle va toucher, disons jusque dans les 3 ans qui viennent, 13 milliards d'euros. Donc ça veut dire quand même qu'elle fait partie, au moins de ce côté-là, elle est dans les comptes de l'Union européenne. Donc en fait, Macron n'a rien dit, n'a fait que répéter ce qui existait déjà, et donc encore une fois, a déplacé du vent. Alors, on va parler de la divergence Target 2. Attendez 2 secondes. Je vous mets une image, je vous enlève ma trogne. Alors, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas au fait de ça, ce que c'est que Target 2. Target 2, c'est un acronyme, c'est un système de paiement entre les pays. Je ne me rappelle plus ce que veut dire Target, mais c'est un acronyme. Alors, rappel. L'euro est un ensemble de N+2 monnaies homonymes à parité fixe 1 pour 1. C'est-à-dire que chaque pays de la zone euro a gardé sa monnaie, sa banque centrale, a appelé sa monnaie euro, et a fixé le taux de parité. Une fois qu'elle a fait le taux de change, le taux de conversion avec son ancienne monnaie, a fixé un taux, une parité de 1 pour 1 entre toutes les monnaies. Donc contrairement à ce qu'on nous dit toujours, c'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune, et c'est même un système de monnaie homonyme sur les pays de la zone euro. Quand vous avez un billet émis par la Banque de France, vous avez une créance sur la Banque de France. En gros, la Banque de France met un billet de 100 € en circulation. Ça veut dire que ce billet, il est quelque part dans les comptes de la Banque de France. Donc la totalité de la création monétaire en circulation en France est émise par la Banque de France à une contrepartie dans ses livres. Donc en gros, s'il y a 1000 € qui circulent, quelque part dans un livre de la Banque de France, il y a marqué moins 1000 €. Si un billet émis par la Banque de France est dépensé en Allemagne, alors la masse monétaire allemande est augmentée de cette valeur et la masse monétaire française est diminuée de cette valeur. Et en fait, la masse monétaire allemande est augmentée de cette valeur sans contrepartie dans ses comptes. Donc la Banque de France a donc une dette vis-à-vis de la Bundesbank, de la Banque d'Allemagne.
C'est-à-dire que si je prends un billet en France et que je vais le placer en Allemagne, eh ben la banque allemande a plus de monnaie que ce qu'il y a dans ses comptes, et la Banque de France a moins de monnaie que ce qu'il y a dans ses comptes. Le système qui gère ces flux s'appelle Target 2. Alors, l'ensemble de la zone euro, et c'est des nouveaux records qui n'avaient jamais atteint, vous voyez l'image, l'ensemble de la zone euro doit 906,9 milliards d'euros à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a 906,9 milliards d'argent émis par les banques centrales non allemandes qui se sont retrouvés en Allemagne. Par différents procédés, où on a acheté des biens allemands, où on a fait des placements en allemand, où on a acheté des obligations d'État allemandes. Donc c'est tous les flux d'argent, c'est tous les flux qui fait qu'il y a un déséquilibre et que l'argent se retrouve toujours vers l'Allemagne. L'Italie elle seule, et je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour les élections, l'Italie elle seule, et à la question qui m'a été posée sur la sortie, l'Italie elle seule doit 439,02 milliards d'euros en décembre. Elle devait 435,9 en novembre et 412,4 en octobre. Il y a eu plus 27 milliards en 2 mois. C'est-à-dire que c'est une vraie fuite des capitaux. C'est-à-dire que les Italiens consomment allemand, les banques achètent des obligations allemandes, les placements se font sur des valeurs allemandes, et donc l'argent émis en Italie se retrouve en Allemagne. La France, quant à elle, est quasiment à l'équilibre. C'est autour de 50 milliards, si je me rappelle bien, donc c'est pas grand-chose. Sur le graphique, je ne sais pas si vous le voyez, sur Mumble vous ne le voyez pas, mais vous le connaissez certainement, la France est dans le milieu des courbes. Alors, ce système-là, donc si dans les projets macroniens de refonte de l'UE, il n'est pas prévu une union de transfert, c'est-à-dire dans l'état actuel de l'économie, la répartition du nord vers le sud de 200 à 400 milliards d'euros par an, sans contrepartie, alors l'euro va exploser. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que ce flux, cette divergence diminue, et d'ailleurs elle ne peut qu'augmenter, et donc ce qui veut dire, en gros, ça veut dire que tout l'argent de l'Europe se retrouve en Allemagne. En Allemagne, au Luxembourg, et dans quelques pays comme ça, mais surtout en Allemagne, en Finlande, enfin dans ces pays-là. Donc ça veut dire que tout notre argent, naturellement et par construction, parce que l'investisseur va toujours chercher la zone la plus intéressante, où les produits les plus intéressants va se retrouver en Allemagne. Donc ce qui veut dire que où les Allemands sont d'accord avec Macron et mettent en place une union de transfert, et on n'est pas sur ce chemin-là du fait des négociations de la coalition, et donc ce qui veut dire qu'il y a de grandes chances que cet euro, alors on ne sait pas quand, c'est toujours pareil, mais Target 2, on a la preuve et la mesure, le système euro est en train de mourir. Des réactions là-dessus? Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, quelques réactions alors sur Facebook, JB Lemaire. Dans ce jeu de dupes, je ne comprends pas pourquoi mettre en avant la sortie d'une monnaie serait prioritaire à la sortie d'une Europe. Quand n'importe quelle monnaie finissant en coin fait buzz, donc sortir de l'Europe nous permettrait de créer notre propre monnaie. Oui, ça a l'air assez confus. J'ai pas tout compris, mais oui, c'est même pas sortir de l'Europe, c'est déjà c'est l'Union Européenne, et même sortir de l'euro. C'est-à-dire simplement sortir de l'euro permettrait d'avoir une monnaie flottante par rapport au reste du système, et notamment équilibrer ces flux-là. Ce que vous voyez dans Target 2, ce n'est rien d'autre que l'image des taux de parité des monnaies qui faisait que ça équilibrait tous les échanges. Dans un système normal, quand les monnaies flottent les unes par rapport aux autres, quand un pays devient plus riche qu'un autre, de façon très très générale, sa monnaie voit sa parité, enfin par sa parité, s'évalue par rapport aux autres. Si sa monnaie s'évalue, alors ses produits deviennent moins intéressants et ça équilibre les flux financiers, les flux de marchandises, et ça rééquilibre les choses. Regardez si vous voyez pour ceux qui ont le graphique, jusqu'en 2007, tout se passait bien, tout était équilibré. À partir de 2007, tout s'est mis à diverger. Il y a eu une grande divergence en 2008 et ça s'est recamelé en 2009, et après depuis c'est parti une catastrophe. Donc le fait de bloquer les monnaies en parité alors que les économies sont différentes, ça crée des déséquilibres. Donc oui, sortir de l'euro d'abord, ça permettrait d'avoir des monnaies qui flottent et qui rééquilibrent les choses, comme c'est en Suède, comme c'est en Angleterre, Royaume-Uni, et ainsi de suite. Et sortir de l'Union Européenne, ça permettrait en plus de reprendre sa politique monétaire, ce qui est deux choses différentes. Ok, super, merci. Merci encore aussi à Coralie qui retransmet les questions. On peut passer à la suite, Yannick.
Alors on va parler du sandwich néerlandais de Google. Selon la Commission européenne, le taux d'imposition effectif sur le bénéfice réalisé par les colosses du numérique dans l'UE, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, est en moyenne de 9% contre plus de 20% pour les entreprises traditionnelles. Alphabet Incorporated, qui est donc la maison mère de Google, a transféré en 2016 15,9 milliards d'euros des Pays-Bas vers une société écran aux Bermudes, une technique d'optimisation fiscale baptisée Dutch Sandwich, ou le sandwich néerlandais, qui a permis à l'entreprise d'éviter des milliards de dollars d'impôts. Alors, j'aimerais faire la remarque tout de suite, ce qu'elle a fait là, c'est légal, d'accord ? C'est de l'optimisation, ce n'est pas de l'évasion, ce n'est pas de la dissimulation fiscale. Cette manœuvre se décompose en 2 étapes. D'abord, elle consiste à transférer des revenus d'une filiale irlandaise vers une entreprise néerlandaise sans employés, une technique nommée le double Irish ou le double irlandais. Ensuite, cette même entreprise est transférée vers une boîte aux lettres aux Bermudes possédée par une autre société enregistrée en Irlande. Voilà, c'est ce que nous précise la Commission européenne. En 2016, le montant ainsi transféré était 7% plus élevé que celui de l'année précédente. Donc un porte-parole de Google a réagi dans un communiqué affirmant que nous payons toutes les taxes dues et nous nous conformons aux lois fiscales de chaque pays dans lesquels nous opérons. Fin 2016, le géant numérique détenait 60,7 milliards de dollars outre-mer, au sens pas aux États-Unis, pour lesquels il n'avait pas encore payé d'impôts aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand une boîte gagne de l'argent à l'extérieur des États-Unis, du jour où elle rapatrie l'argent sur son pays pour payer ses actionnaires, elle paye des impôts. Tant que l'argent est extérieur, elle ne paye pas d'impôts. Mais elle ne peut pas l'utiliser. Donc faisant l'objet de poursuites dans plusieurs pays, Google est notamment parvenu à des accords avec le fisc britannique et italien, leur reversant quelques centaines de millions d'euros, au lieu de milliards. L'Union européenne est prise à son propre piège, liberté de circulation des capitaux, c'est l'article 63 du TFUE, et refus de l'uniformité fiscale. Donc dans ce genre d'affaires, les entreprises ne sont pas à blâmer, leur fonction étant de maximiser leurs profits, c'est leur métier. Il faut s'en prendre aux hommes politiques sans courage qui préfèrent les compromissions aux vraies mesures. Toutes les sommes perdues manquent et pour un même niveau de service sont prélevées sur les travailleurs. C'est-à-dire que, du fait que cet argent ne rentre pas dans les États, les pays, c'est que, ou on diminue les services, ou on augmente les impôts. Et les augmentations de taxes du 1er janvier, essence, cigarettes, gaz, et ainsi de suite, mutuelles, enfin ainsi de suite, vous avez eu la liste et vous les avez subis comme moi, seraient couverts sans problème si les grandes entreprises payent les impôts normaux. Alors, j'insiste sur le fait que ce que font ces entreprises-là avec des batteries de comptables et d'avocats, c'est légal. C'est simplement que les lois permettent ces optimisations-là. C'est-à-dire, si nos hommes politiques étaient courageux, il suffirait de faire une loi pour dire que c'est interdit, et à ce moment-là, ça relève du tribunal et non plus de la morale. Donc il faut faire la différence entre la morale et le légal, et pour l'instant, ces GAFAM-là font des choses légales, mais pas des choses morales. Juste pour une anecdote, les grandes entreprises comme Apple, par exemple, font d'énormes bénéfices en Europe, notamment avec une entreprise qui est basée en Irlande et qui facture, qui passe par Luxembourg, et l'argent est bloqué en Irlande et ne peut pas être rapatrié aux États-Unis. S'il rapatriait l'argent aux États-Unis, il paierait des impôts et donc les actionnaires seraient floués. Et cette entreprise préfère emprunter de l'argent aux États-Unis pour payer ses actionnaires et garder l'argent à l'étranger. Donc vous vous rendez compte à quel point on en est, c'est-à-dire que l'entreprise emprunte de l'argent pour ses actionnaires et ses bénéfices restent bloqués dans un pays où elle ne paye pas d'impôts. On marche sur la tête. Et tout ça, c'est qu'un problème de volonté politique. Je vous rappelle que c'est Juncker, en tant que Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg, qui pendant 22 ans a bloqué toutes les mesures qui auraient permis de régler ces problèmes-là. Et vous savez où il se trouve Juncker ? Président de la Commission européenne. Donc voilà, vous êtes au courant. Des réactions ? Oui, JB Lemaire qui revenait à la charge en disant franchement, si vous voulez survivre, moi je te donne un bœuf et moi tu me donnes 100 œufs et personne ne reste dans cette économie qui n'est qu'une caste mafieuse sans casse-prison en gros. Voilà, bon, ça, il s'indigne visiblement. Alors, on est d'accord, maintenant, si cette économie-là qui n'a jamais existé, contrairement à la rumeur et à la légende, ça serait difficile de faire des hauts fourneaux, de faire des voitures, des tankers, de trouver du pétrole ou du gaz, de monter des universités, de faire un IRM. Combien il faudrait d'œufs et de bœufs pour avoir un IRM dans un hôpital ?
Non, il faut être réaliste. Ces solutions-là sont des solutions romantiques, n'ont jamais existé d'ailleurs. Les historiens de la monnaie disent que le troc n'a jamais existé en tant que système. Bien sûr, entre deux personnes, ça peut exister, mais en tant que système, le troc n'a jamais existé. Et il faut être un peu plus réaliste que ça. Qu'un pays reprenne la main sur ses lois fiscales, reprenne la main sur sa monnaie, reprenne la main sur son système social au sens général, bien sûr, mais pour ça il faut sortir de ces, comment dire, de ce scandale qu'est l'Union européenne et de sa fausse législation fiscale. D'accord, merci. On invite tout le monde sur Facebook à réagir également, comme JB Le Maire, sur Mumble, c'est assez calme. On peut continuer. Alors, j'ai intitulé la suite Tony Blair le blaireau. Tony Blair, ex-premier ministre britannique, s'est lancé dans une campagne pour l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit. Il demande aussi aux Européens de garder les bras ouverts en cas de changement d'avis des Britanniques. Dans une tribune publiée sur son site internet, il estime que la Grande-Bretagne regrettera amèrement la sortie de l'Union européenne et souhaite que son pays reconsidère cette décision cette année, car en 2019, il sera trop tard. C'est bien, au moins il sait compter. Il écrit « Nous commettons une erreur que le monde d'aujourd'hui ne peut pas comprendre et que les générations futures ne nous pardonneront pas. L'année 2018 est notre dernière chance pour obtenir le droit de dire si les nouvelles relations avec l'Europe qui nous sera proposée sera meilleure que l'actuelle. » Alors évidemment, il a été interviewé par plusieurs journaux continentaux européistes, dont Le Monde, toujours au premier plan quand il faut interroger les collabos. Et il y appelle notamment les Européens à garder l'esprit ouvert au cas où les Britanniques changeraient d'avis. Il estime que l'Union européenne aussi sera considérablement affaiblie en cas de Brexit, car elle perdrait un pilier important du pont qui relie les deux rives de l'Atlantique. Et donc il dit bien ce que tout le monde dit, c'est que les Anglais seraient le poste avancé des Américains. Ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Donc en fait, Tony Blair, si vous vous rappelez bien, c'est un homme qui a menti à son peuple à propos de l'Irak. Il s'est associé aux États-Unis en disant qu'il y a des armes de destruction massive, et il a envoyé son armée au casse-pipe en connaissance de cause. Il défend des intérêts tiers, sa place est en prison. Cet homme est un menteur, est un escroc. Alors comment l'écouter sur un sujet aussi important que le Brexit ? Qui veut-il défendre en fait ? Qui sont ses commanditaires ? Les mêmes que pour les mensonges sur l'Irak ? Qui répondra à ces questions ? Pas le journal Le Monde, ça c'est sûr. Alors on va parler un peu de la crise migratoire. On va parler donc de la Pologne plus de la Hongrie et en pointillé de l'Autriche. Donc Viktor Orban et le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki, ont tenu mercredi 3 janvier une conférence de presse commune à Budapest, lors de laquelle ils ont réitéré leur refus d'accueillir des migrants en vertu d'un système de quotas européen. La politique migratoire de l'Europe est un échec, a déclaré Viktor Orban, tout en demandant avec son homologue polonais un plus grand pouvoir décisionnaire dans l'avenir du bloc européen. Mateusz Morawiecki a déclaré « En termes de migration et des quotas qui devaient être imposés aux États membres, nous rejetons avec force une telle approche qui porte atteinte aux décisions souveraines des États membres. La politique migratoire de l'UE est un échec. » Orban a ajouté « Nous voulons avoir une voix forte au chapitre, car ces pays, entre guillemets d'Europe centrale, ont une vision pour le futur de l'Europe. » Il a salué en outre l'entrée de l'extrême droite au gouvernement autrichien le 18 décembre dernier, comme le signe que les craintes sur l'immigration étaient largement partagées en Europe. La démocratie a été restaurée dans la mesure où les Autrichiens qui ne veulent pas d'immigration ont élu un gouvernement qui s'y oppose. La même chose va se reproduire partout en Europe. Je pense que ce n'est qu'une question de temps, a dit Viktor Orban. Donc vous voyez que la position anti-décision de la Commission européenne se renforce à l'Est. Et je vais rebondir là-dessus, parce que c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire, et je vais vous parler d'une nouvelle passée complètement inaperçue en France. Le ministre-président de Bavière et le président du groupe chrétien social au Bundestag en compagnie de Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, ont donné une conférence de presse le vendredi 5 janvier au soir. Donc, ministre-président de Bavière, qui est donc une région, un land allemand, avec le président du groupe chrétien social au Bundestag, et Viktor Orban, qui lui est un chef d'État. Le séminaire du groupe parlementaire allemand avait invité Viktor Orban pour parler de la crise migratoire. Bavarois et Hongrois plaident ensemble pour une reprise en main de Schengen et ce qu'ils appellent le rétablissement de l'état de droit en Europe centrale. Les premiers ministres bavarois et hongrois partagent leur position sur la limitation stricte d'entrée de migrants sur leur territoire. Mais le premier
donc le Premier ministre bavarois, fait partie de la République fédérale d'Allemagne et n'a pas pu agir de manière souveraine, tandis que le deuxième a pu s'opposer à la politique allemande d'accueil non plafonnée des réfugiés. Mais il y a d'autres nouvelles connexes. On a pu entendre la déclaration suivante. La Bavière et les pays du groupe de Visegrad réalisent ensemble plus d'échanges commerciaux qu'avec la France et la Grande-Bretagne. Je vous rappelle que le groupe de Visegrad, c'est République tchèque, Slovaquie, Pologne et Hongrie. Donc, quand le président de la Bavière met en avant le fait que, attention, d'un point de vue économique, la Bavière et le V4 sont plus puissants économiquement que la France et la Grande-Bretagne dans leurs échanges, c'est une menace à peine dissimulée. Au moment où la CSU, avec la CDU, est en négociation avec les sociodémocrates pour la constitution d'un nouvel gouvernement de grande coalition, les Bavarois font clairement entendre leur son de cloche en invitant Viktor Orban. Il n'est pas question que Mme Merkel et le SPD imaginent pouvoir se passer d'un compromis avec les chrétiens sociaux, ni en ce qui concerne le durcissement de la politique d'accueil des réfugiés, ni en ce qui concerne la nécessité d'aider Emmanuel Macron. On peut en déduire sans risque de se tromper que le prochain gouvernement fédéral allemand sera faible, voire très faible. La Bavière sait qu'elle peut être mise en minorité au sein de la République fédérale et dans un gouvernement de grande coalition, mais elle pense peser suffisamment, avec ses 14 millions d'habitants, pour pouvoir appuyer et s'appuyer sur la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque pour une politique conservatrice, c'est-à-dire une immigration contrôlée et de finances publiques bien tenues. Il y a bien évidemment un pays non cité, l'Autriche, pour ne pas créer de polémique du fait de la présence du FPE au gouvernement, mais qui est inclus implicitement dans l'assistance bavaroise et hongroise. Donc évidemment, si on voit que localement il y a un pacte Bavière, qui est au sud de l'Allemagne, frontalière avec l'Autriche, Bavière, Autriche, Hongrie, République tchèque, Pologne, et le dernier pays du V4, la Slovaquie, on pense que ça commence à peser. Alors, évidemment, ce durcissement depuis Munich annonce des négociations pénibles, laborieuses même pour former un gouvernement allemand. La CSU devra faire des concessions sur la question de l'accueil des réfugiés. Les sociodémocrates devront accepter que les propositions du président français pour la fédéralisation de l'Europe soient partiellement rejetées. Madame Merkel essaiera de trouver une position de médiation, mais la magicienne a perdu sa baguette et elle subira largement les événements. Il n'est pas à exclure que les négociations échouent et qu'il y ait de nouvelles élections. Auquel cas, une CDU sans Madame Merkel essaiera, avec le CSU, de se réancrer à droite, ce qui impliquera bien entendu un durcissement vis-à-vis de la France et de la zone euro en général. Donc, avec ou sans nouvelles élections, le gouvernement fédéral allemand qui émergera durant l'année 2018, en mars ou en juin, sera un gouvernement faible. De plus en plus, les capitales régionales vont affirmer leur intérêt. Si l'on proclame à Düsseldorf, à Stuttgart, à Hanovre ou à Erfurt, comme nous l'entendons à Munich en ce moment, que les intérêts du land sont ceux de l'Allemagne, nous allons aboutir à une sympathique cacophonie. Donc ce qui veut dire que, deux choses, va y avoir une opposition à la Commission européenne, une opposition à la Commission européenne est en train de se monter, notamment sur le dossier des migrants en général. Et deuxièmement, il y a un contre-pouvoir à Macron qui est en train de se mettre en place, qui est une très bonne chose, et contre la fédéralisation. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de lire dans les prises de position, alors même que la coalition allemande n'est pas montée. Évidemment, derrière tout ça, il va y avoir toutes les élections dont je vous parlais tout à l'heure, dans tous ces pays-là, et l'Italie, et les régions allemandes, et ainsi de suite. Donc l'année 2018 va être certainement passionnante. Des commentaires là-dessus ? Oui, notamment des questions aussi. On avait Eric sur Facebook qui disait que le Brexit, lui, va perdre de l'argent. Qui va payer ? Les pays qui restent vont voir leur contribution augmenter. Non. J'en parle après. Ok, super. Joanna qui nous a rejoint et qui disait: je crois que son seul intérêt est la division des Anglais anti-Brexit et pro-Brexit, c'est vraiment bas. Et je pense que c'était quand on parlait de Juncker, tu me corrigeras. De Tony Blair, je pense. Tony Blair, autant pour moi. Et voilà, sinon sur Facebook, ça reste assez discret. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre directement aussi sur Mumble. Vous tapez tutoriel Canal Citoyen sur YouTube. On peut continuer, Yannick. Alors, on parlait d'Airbus et de la Pologne. Donc, selon le quotidien polonais Dziennik Gazeta Prawna, Airbus Hélicoptère a envoyé un courrier avant Noël pour informer le gouvernement polonais d'une demande d'arbitrage international concernant la rupture des négociations exclusives entre le constructeur européen et Varsovie. La Pologne avait rompu les négociations qui portaient sur l'achat de 50 hélicoptères multirôles Caracal, un contrat évalué à 3,14 milliards d'euros. Donc le contexte, la Pologne avait lancé un appel d'offres pour des hélicoptères, mais a choisi les machines américaines en négligeant les offres françaises, et de façon non concurrentielle, c'est-à-dire en gros elle a envoyé chez Airbus.
Donc Airbus Hélicoptère accuse le gouvernement polonais d'avoir mené des négociations sans avoir vraiment la volonté de les conclure par la signature d'un contrat. Le constructeur, qui avait dépensé des millions dans cette campagne commerciale, lancée en 2012, demanderait notamment le remboursement des coûts engagés. Très clairement, les conservateurs du PiS, donc c'est le parti qui est au pouvoir en Pologne, n'ont jamais voulu du Caracal fabriqué par Airbus Hélicoptère. Cet hélicoptère aurait été assemblé en dehors des circonscriptions tenues par le PiS si le constructeur européen avait pu finaliser les négociations. Or que les Allemands ont promis de faire construire les hélicoptères en Pologne et dans les circonscriptions des hommes politiques qui tenaient le gouvernement à l'époque. Donc ça s'appelle un peu de la corruption. Pour justifier cette accusation, Airbus Hélicoptère aurait mis en avant, selon le journal, 2 articles publiés par le quotidien polonais. C'est d'abord une interview accordée par Antoni Macierewicz avant qu'il ne devienne ministre de la Défense, dans laquelle il déclare qu'il est contre cet accord. Dans une autre interview, Wacław Bersinski, proche collaborateur du ministre de la Défense, Antoni Macierewicz, et ancien salarié de Boeing aux États-Unis, a révélé qu'il avait tué les Caracal. Donc le fait d'avoir fait ces révélations, ces déclarations dans le journal avant même que les négociations soient terminées, c'est que les négociations n'aboutiraient jamais et que c'était de l'esbrouf. Et donc c'est pour ça que Airbus attaque la Pologne. Donc juste pour dire que l'Europe est une grande famille où règne l'amitié, la solidarité et la paix économique, et que tout va bien, et que la défense commune et l'industrie commune de défense est sur la bonne voie. Tout ça, c'est de la blague. En fait, les États-Unis tiennent plusieurs pays par les roubignoles, mais c'est pas que, parce que certains pays achètent encore des armes en Russie. Et donc, tout ça pour vous dire que l'Europe de la défense, il y a quand même de peu de chances que ça voit le jour. Parce que quand on achète un hélicoptère, c'est pas pour 2 ans. Hein. Et quand on achète un avion de chasse, c'est pas pour 2 ans non plus. On en prend pour 25 ans. Quelqu'un veut commenter ça ou je continue ? Non, merci Yannick, on peut continuer. Alors, on va parler des suites du glyphosate. Donc, en novembre dernier, le comité d'appel constitué d'experts des États membres et de la Commission européenne a renouvelé l'autorisation de la substance controversée pour 5 ans après un revirement de dernière minute de l'Allemagne, comme d'habitude, qui a permis à l'exécutif européen d'atteindre la majorité qualifiée nécessaire. Plusieurs membres de l'UE ont envoyé une lettre à la Commission européenne en décembre pour demander qu'une étude soit menée pour trouver une alternative à la substance controversée. Dans leur lettre, les ministres d'Agriculture de France, de Belgique, de Grèce, du Luxembourg, de Slovénie et de Malte ont réitéré leurs inquiétudes à propos des risques générés par l'utilisation du glyphosate. Les 6 ministres soulignent la nécessité d'un plan de sortie du glyphosate en s'appuyant notamment sur l'initiative citoyenne européenne signée par plus d'1 million de personnes, j'en ai parlé la dernière fois, réclamant l'interdiction de la substance, ainsi que sur une résolution du Parlement européen demandant des mesures pour son abandon d'ici au 15 décembre 2022. Alors, juste, je vous donne cette nouvelle-là pour vous montrer que, la Commission européenne fait un peu ce qu'elle veut, puisque même quand les États demandent des choses, la Commission européenne ne le fait pas. Ça nous montre aussi que l'initiative européenne, citoyenne européenne, l'ICE, les parlementaires disent vous avez vu 1 million de personnes qui ont signé, même 1,3 million, mais que personne n'en tient compte, et qu'ils soulignent le fait que les parlementaires ont voté une résolution, mais tout le monde s'en fout, parce que personne n'écoute les parlementaires européens, ils n'ont strictement aucun rôle quand ils font des résolutions. Donc voilà, donc ce dossier n'est pas terminé, donc si nous vivons jusque dans 5 ans, dans 5 ans nous verrons comment ça sera traité, mais je suis prêt à mettre ma main au coupé qu'il n'y aura pas d'alternative dans 5 ans, et dans 5 ans on nous refera le feuilleton et les pleureuses, et que ça sera réautorisé pour 5 ans. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Alors, on va aborder un point qui a été abordé dans une question tout à l'heure, c'est le futur budget de l'UE. Donc la Commission européenne prévient. Le budget de l'UE, après le départ du Royaume-Uni, nécessitera des coupes impressionnantes dans certains programmes. Par ailleurs, elle s'apprête à réclamer plus d'argent aux pays membres de l'Union pour combler les pertes attendues. L'enveloppe maximale des dépenses a été fixée à un peu plus de 963 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Donc c'est des périodes de 7 ans. La fin de cette période approche et l'UE est confrontée au départ prévu du Royaume-Uni, contributeur net au budget européen, soit une perte de 12 à 13 milliards d'euros par an. Donc 12 à 13 milliards d'euros par an, sur 7 ans, ça fait 84 milliards. 84 à 90 milliards. La proposition provisoire, donc, qui a été faite récemment, c'est une proposition, est de réaliser des économies à concurrence de 50%, c'est-à-dire des coupes de 50% dans les projets. Je vous rassure, les salaires des commissaires et des fonctionnaires européens, qui sont des salaires de fous, ne seront pas touchés. Et ajouter à concurrence de 50% de l'argent frais.
50% d'argent frais, ça veut dire en gros 6 à 7 milliards d'impôts en plus par an en Europe. Donc 50% d'argent frais, c'est 50% qui doivent venir des États, puisque la Commission européenne n'a pas de production, n'a pas d'impôts, et ainsi de suite. Elle a un peu d'argent propre qui vient de la TVA et des amendes et des douanes, mais surtout, ça vient des impôts qui sont prélevés dans les États. Donc 50% d'argent frais, il faut vous attendre à payer, globalement sur l'Union européenne, 6 à 7 milliards d'impôts en plus par an en Europe. Juncker a dit que c'était pas cher. Globalement, l'UE coûte un café par personne et par jour aux Européens. Alors, j'ai regardé, un café par jour dans un restaurant, quand on a une famille, certaines familles ne peuvent pas se payer pour toute la famille un café par jour. Un café dans un resto, c'est 2,50 €. Vous avez une famille de 6 personnes, vous faites le compte tous les jours, à la fin du mois, voilà ce que ça coûte. Donc, l'Union européenne, dans le même temps, doit trouver les ressources nécessaires pour de nouvelles politiques, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure, de la transition... Alors, sécurité extérieure, c'est-à-dire aller envoyer des gens faire la guerre, de la transition écologique, de l'emploi, c'est tellement efficace l'emploi, de la migration et de la défense. Pour ces nouvelles politiques, il est privilégié un financement par de l'argent frais à 80%, le reste devant résulter des redéploiements. Ce qui revient à dire que toutes ces politiques sont actuellement non couvertes par l'argent disponible. Donc il faut trouver de l'argent supplémentaire pour faire ça, et 80% ça sera des impôts, et le reste des redéploiements de l'argent qu'il y a déjà dans d'autres projets. Donc 80% d'argent frais sur ces projets-là, ça veut dire encore des impôts. Actuellement, la contribution de chaque État membre est de 1% de son PIB. Il est envisagé de passer à un peu plus de 1,1%. Alors passer de 1 à 1,1%, on se dit c'est pas beaucoup, mais passer de 1 à 1,1%, c'est plus 10% d'augmentation. Actuellement, la France paye autour de entre 20 et 24 milliards, c'est pas très clair, donc ça veut dire qu'il faudrait au moins augmenter de 2,4 milliards. Et il faudra augmenter les ressources propres, droits de douane, taxes sur les transactions financières, TVA aux frontières extérieures, ainsi de suite. Mais vous inquiétez pas, quand un droit de douane augmente, ça veut dire que le produit que vous allez acheter coûte plus cher. Quand il y a une taxe sur les transactions financières, ça veut dire que vos produits financiers coûteront plus cher. Quand il y a des TVA à l'extérieur, c'est-à-dire que les produits qui rentrent sont plus chers. Donc vous inquiétez pas, c'est vous qui paierez. Donc tout cet argent-là sera prélevé dans votre poche. Donc l'Union européenne est en train de nous dire, nous ne changerons pas notre train de vie, vous allez payer plus cher. Si on paye plus cher, ça veut dire qu'on va baisser d'autant, parlons économie, la compétitivité de l'Europe, et donc on va continuer à s'enfoncer dans le marasme. Notamment la France qui est à la traîne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ces pays-là vont beaucoup souffrir. L'Allemagne qui a des réserves et qui a beaucoup d'excédents, ça ne devrait pas la gêner beaucoup, et le différentiel entre l'Allemagne et les autres pays va encore augmenter. Donc voilà l'avenir qu'on nous réserve. Ouais, alors sur Facebook, Sébastien Ron qui te disait de toute façon les moujons sont trop bêtes, ils ne pensent qu'à consommer. C'est comme ça qu'on donne du pouvoir à ceux qui nous dirigent et on parle trop de problèmes et jamais de solutions. Bref, ça me fatigue maintenant, chacun pour soi. Et là, je pense qu'il est en dissonance cognitive à fond. Il faut pas baisser les bras pour autant. Alors, c'est vrai que on peut être à juste titre extrêmement déçu par le comportement des Français. Le 1er janvier, on vient de prendre un coup sur la tête gigantesque. Quand on passe devant une station-service, on s'en aperçoit tout de suite. Quand on parle avec les retraités qui ont reçu leur pension, alors le 2 janvier ou de février, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas ce qu'ils ont reçu. Quand on regarde les tarifs de gaz, vous avez vu et tout ça, le tabac, tout ça, ce n'est que des taxes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de parité de monnaie, avec le dollar par exemple, alors que l'essence devrait baisser puisque l'euro monte. Il n'y a aucun problème de coût des matières premières, il n'y a aucun problème d'approvisionnement, il n'y a aucun problème structurel, ce ne sont que des taxes. Et pourquoi est-ce que l'État prélève ces taxes? Simplement parce qu'elle ne veut pas être au-dessus des 3% de déficit à la fin de l'année. Elle veut absolument plaire à la Commission européenne et passer sous les 3%, et les Français ne bougent pas. Personne ne s'est levé pour crier contre les, je ne sais plus combien, 9 ou 13 centimes de plus pour le gasoil, pour l'augmentation du gaz, l'augmentation du timbre, l'augmentation des assurances sociales, des mutuelles, et ainsi de suite. Donc je comprends que c'est extrêmement pénible de voir nos concitoyens
manger leur reste de bûche de Noël et faire des grandes phrases sur Facebook et puis de rien faire d'autre. Ma théorie est la suivante, et je l'ai dit souvent, tant qu'il y aura quelque chose dans le frigo et du foot à la télé, il ne se passera rien dehors. C'est quand il n'y aura plus à manger, quand les gens ne pourront plus se nourrir, plus se chauffer et pourront plus regarder leur match de foot ou Nabila ou je sais pas quoi, que les choses bougeront. Donc nos politiques le savent très très bien, et nos politiques s'arrangeront pour que les conditions de l'émeute, de la révolte ou de la révolution n'arrivent jamais. Sauf contraintes extérieures, bien sûr. Et les contraintes extérieures risquent d'arriver parce que s'il y a des reprises, si les banques centrales augmentent leurs intérêts, l'État français, espagnol, portugais et ainsi de suite risquent de plus pouvoir payer leurs dettes et on va se retrouver dans une situation différente. Dans la situation actuelle, malheureusement, les gens ne bougeront pas. Et les gens se divisent, on voit tous les jours la création de nouveaux groupes, de nouveaux Mumble, de nouveaux sites web, de nouveaux leaders et ainsi de suite. Et donc, il ne se passera rien. Donc, je partage l'écœurement de l'intervenant, et je pense que on est dans un confort, malheureusement, on est dans un confort qui nous anesthésie. Tu parlais des frais qui vont changer à la rentrée, donc on peut faire une petite liste pour tous ceux qui nous écoutent. Au niveau des frais bancaires, il y a eu plus 13%, au niveau du carburant, plus 12%. Au niveau des PV sur le stationnement, il y a eu plus 130%. Au niveau des assurances, de 3 à 5% de hausse. Au niveau des mutuelles, 5%. Au niveau des timbres, 10%. Au niveau de la carte grise, plus 15% d'augmentation. Au niveau du tabac, donc plus 10%. Au niveau des abonnements de bus, plus 3%. Des péages routiers, plus 1,3%. Du gaz, 7%. Des forfaits hospitaliers, plus 15%. Abonnement Vélib, plus 30%. Les contrôles techniques ont pris 23% d'augmentation. La cantine scolaire, plus 1 à 3%. Le fioul domestique, plus 36%. L'électricité, comme tu en parlais tout à l'heure, 17%. La CSG, 21%. Et le SMIC, lui, quant à lui, a augmenté de 1,2%. Oui, je ne sais pas si c'est déjà arrivé une salve de ces types-là, si c'est déjà arrivé dans la vie économique française. Je ne sais pas. La faible résonance, le faible retour politique, syndical, associatif, ou même simplement retour populaire, me laisse sans voix. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, comme j'ai entendu tout à l'heure, que le mouton a envie de se faire tondre. Il serait tellement simple d'arrêter de rouler pendant quelques jours, d'arrêter de fumer, de plus consommer, de les attraper par où ça fait mal. Mais non, il n'y a aucune initiative, il n'y a rien dans ce sens-là, et c'est très très bizarre. J'ai pas entendu beaucoup Mélenchon, j'ai pas entendu beaucoup Wauquiez, j'ai pas entendu beaucoup les socialistes, j'ai rien entendu, quoi. Personne n'a intervenu, parce que moi personnellement j'ai jamais vu une liste comme ça sur une rentrée, quoi. Et même étalée sur une année, on n'a jamais vu ça. Et bonne année à toutes et à tous, bien sûr. Lila Bleu qui disait sur Facebook il faut un électrochoc pour qu'il réagisse. Ces moujons, du pain et des jeux comme d'habitude. San Filippo, Alain 2, il faut bloquer comme les Allemands, bloquer la circulation. Ouais, alors non, les Allemands n'ont jamais bloqué la circulation. La photo qui circule sur Facebook, c'est une photo qui vient de Chine dans un embouteillage chinois. Donc ne vous laissez pas avoir, les Allemands n'ont jamais bloqué la circulation. Par contre, les Allemands, en ce moment, les IG Metall, donc le grand syndicat de la métallurgie, a fait une grève pour prévenir. Ils demandent de pouvoir travailler 28 heures par semaine pendant 2 ans maximum de façon volontaire, et ils demandent 6% d'augmentation. Ça, c'est réel. D'accord ? Et il y a de grandes chances qu'ils obtiennent une grande partie de ce qu'ils demandent, parce que IG Metall, c'est 4 millions d'ouvriers, 4 millions de salariés de la métallurgie. Donc ça, c'est vrai. Par contre, le blocage de la circulation, ça, c'est un fake. Ok, merci pour ces précisions. Et merci à Coralie qui relaye les questions sur Facebook. Alors n'hésitez pas, Cédric Enoch qui disait « Reste-t-il des électeurs de Macron à ce jour ?» On verra aux prochaines élections. De toute façon, on verra. Maintenant, si les gens qui ont voté pour Macron revotent pour lui la prochaine fois, je crois que
il faudra partir en vacances et faire autre chose, parce que ça sera désespéré. Hein. Là maintenant, les gens ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait sauver Macron? Parce que si la situation économique ne s'arrange pas et qu'il étrangle le pays par ces taxes-là, juste pour faire plaisir à la Commission européenne, et que derrière les choses ne s'améliorent pas, alors ne s'améliorent pas mieux que la tendance, hein, mieux que la conjoncture, ça montrera que c'est rien du tout, c'est du vent. Maintenant, faisons l'hypothèse, c'est une hypothèse de travail, que l'économie se redresse, que le chômage baisse vraiment, que la qualité des emplois augmente, que nos jeunes aient du travail, que les gens apprennent à lire, que les gens deviennent moins cons, enfin ce serait un miracle, et Macron pourrait garder ses électeurs. Mais il faudrait qu'il y ait des résultats très très vite, hein, et que les gens se rendent compte que... Alors il y a des gens qu'il a perdu définitivement, c'est les retraités, parce que les retraités, eux, n'ont aucun moyen de regagner l'argent qu'ils ont perdu, hein. Ils n'ont pas d'activité, ils ne peuvent pas avoir de promotion, ils ne peuvent pas avoir un meilleur emploi, par définition ils sont retraités, et donc je pense que cela il les a perdus. Donc, je ne sais pas combien ça fait dans son électorat, mais ça risque de lui manquer. Il va y avoir des élections, les prochaines élections en France sont les élections européennes. Je ne crois pas qu'il y ait d'élections avant, à part des élections évidemment partielles. Je ne crois pas qu'il y ait d'élections en France avant. Par contre, après les élections européennes, il va y avoir quelques élections et il faut attendre jusque-là. Pour l'instant, on ne peut rien faire d'un point de vue électif. D'accord, merci. Sur Facebook, JB Le Maire qui disait il faut plus de matériel pour une caste, donc plus de pauvres, bientôt 1 million bientôt 1 pour 1000. Où va-t-on au niveau des chiffres de pauvreté? Oui, effectivement. Sur Facebook aussi, Eric est allé. L'électrochoc, ce sera le crash de l'euro quand les frigos seront vides à cause des supermarchés vides. Les Français bougeront. Donc effectivement, plein de théories. Voilà, pour autant, c'est des scénarios qu'on attend pas pour autant. On n'espère pas que ça arrive. On espère toujours une solution un peu plus douce. Donc il y en a qui parlent de l'UPR aussi, voilà, bon, qu'il faut voter UPR, ok, donc on va pas faire la promotion d'un quelconque parti ici, hein, mais oui, des solutions, en tout cas pour sortir de l'Union Européenne, du FMI, et puis après de la zone OTAN, et tout ce qui s'ensuit. Le FMI, vous savez, sortir du FMI, tant qu'on n'est pas redevable au FMI, ça fait pas grand-chose, hein. Ce serait plus sérieux de sortir de l'OMC, parce que le FMI, nous on donne l'argent au FMI, à la limite on gagne de l'argent avec le FMI, hein. Tant qu'on n'emprunte pas de l'argent au FMI, c'est les pays qui sont sous contrôle du FMI, qui sont dans une situation très très grave, comme la Grèce ou comme d'autres, mais la France et le FMI, on s'en fout, hein. Ok, d'accord, autant pour moi, Yannick. Voilà, bon, on peut passer à la suite, hein, et finir. Alors on va faire quelques citations, on va en faire 2. On va commencer par celle-ci. Donc Yves Bertoncini, président du mouvement européen France, qui a fait une déclaration dans Atlantico le 1er janvier 2018. C'est un gars qu'on trouve souvent sur les plateaux, hein. Dès qu'on parle d'Europe, c'est une des têtes remplaçables, hein. Les espèces de Playmobil là, qu'on peut remplacer pour parler de l'Europe, c'est un des collabos, hein. C'est un mec qui est salarié de... Il est... salarié, peut-être pas salarié, mais en tout cas, c'est l'Europe qui le fait vivre, hein. Alors, il dit « Le problème des 12 dernières années n'est pas tant que l'Europe n'aurait pas assez écouté ses peuples, mais plutôt que ces peuples ne s'entendent guère sur des enjeux clés, gestion de l'euro, crise des réfugiés, concurrence sociale, état de droit, etc. » Alors, cet homme est un collabo de première catégorie. Néanmoins, sa phrase n'a aucun sens. Il dit « Le problème des 12 dernières années n'est pas tant que l'Europe n'aurait pas assez écouté ses peuples. » Donc, ce qui revient à dire que l'Europe aurait écouté ses peuples. Ce qui est faux. L'Europe ne demande jamais rien à ses peuples. Dès qu'il y a des initiatives, il n'y a aucune initiative citoyenne européenne qui a abouti. La Commission européenne refuse de faire les choses qui viennent par le bas. Et de la même façon, quand on demande l'avis au peuple, quand c'est obligatoire, par exemple par les référendums, les pays et l'Europe, puisque l'Europe c'est l'ensemble des pays, n'écoutent pas les peuples. La France a refusé la Constitution européenne et pourtant se les fait imposer. Par un biais, mais c'est fait imposer par Sarkozy. Donc, même si les peuples, à qui ailleurs on ne demande jamais leur avis, c'était entendu, l'UE, la Commission et le Conseil ne les écoutent pas. Et si les peuples ne sont pas d'accord, pourquoi devraient-ils s'entendre? Dit deuxième partie de la phrase, mais plutôt que ces peuples ne s'entendent guère sur les enjeux clés.
Mais ils sont en guerre parce qu'ils sont pas d'accord. Pourquoi devraient-ils s'entendre s'ils sont pas d'accord? Donc en fait, la pensée hégémonique sous-jacente est, j'ouvre les guillemets, des faux guillemets, mais des guillemets quand même, mais bordel, pourquoi ces putains de peuples ne sont-ils pas d'accord avec nous, les élites qui dirigeons à notre profit? Ces personnes-là, comme ce Bertoncini-là, sont de plus en plus loin des réalités et sont dangereuses. Malheureusement, il n'y a que cette engeance qui a le droit de citer et à table ouverte dans les médias. Quand un mec est autour d'une table comme ça, jamais vous verrez, sur la même table que lui, Florian Philippot, François Asselineau, Sapir, Jovanovic, jamais vous verrez ces gens-là en face d'une vraie opposition. Pourquoi? Parce que les plateaux, les articles sont faits toujours sous forme de propagande. Ces gens-là disent n'importe quoi et ils sont extrêmement dangereux. Dernière citation, le 8 janvier, un tweet depuis la Chine, et je ne vais même pas le commenter. Macron dit « Je suis venu vous le dire, l'Europe est de retour ». C'est tout, j'en dis pas plus. Alors, je voulais juste vous rappeler que tous les numéros du journal papier sont disponibles à l'adresse que vous connaissez, qui va être mise sur le Mumble et que les gens de Facebook voient sur la vidéo. Donc, sont disponibles depuis le site web des Clés de l'Europe. Je vous rappelle que les 7 numéros déjà parus sont à imprimer. Évidemment, vous pouvez les envoyer par mail, sont à imprimer, à distribuer autour de vous, distribuer aux gens qui ne font pas Internet, laisser traîner dans des salles d'attente, mettre chez vos voisins, dans les boîtes aux lettres de votre immeuble, dans vos stations, vos entreprises, vos familles, et ainsi de suite. L'idée étant de laisser les gens s'offusquer, se scandaliser d'eux-mêmes quand ils connaissent le vrai fonctionnement de l'Union européenne. Loin de nous l'idée de donner des slogans politiques ou de dire voilà ce qu'il faut faire. On dit voilà comment fonctionne l'Union européenne, voilà les faits, prenez vos décisions vous-même. Si on arrive à convaincre quelqu'un par ce biais-là, cette personne devient beaucoup plus efficace et beaucoup plus solide qu'un militant politique qui ne ferait que respecter des slogans sans savoir pourquoi. Donc ce document-là doit être diffusé, cette adresse doit être diffusée, et il faut absolument que cette information circule le plus possible et que ça soit distribué. Alors, je vais vous faire un rappel. Je vous l'ai fait la semaine dernière, mais je le rappelle parce que moi je pense que c'est extrêmement important. À partir du 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 50 personnes, les communes de plus de 10 000 habitants et l'administration sont désormais dans l'obligation de mettre en place des procédures de recueil des alertes en application de la loi Sapin 2. Conformément à la loi numéro 2016-1191, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, qui crée un cadre juridique général pour le signalement et établit une protection du lanceur d'alerte, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères met en place à partir du 1er janvier 2018 une procédure de recueil des signalements. C'est le référent déontologue du ministère qui a été chargé du recueil des signalements. L'association Les Clés de l'Europe encourage tous les Français responsables à utiliser ce dispositif de façon massive pour signaler tous les débordements de l'UE en France. Usage scandaleux de fonds publics, propagande, pantouflage des élus, corruption notoire, conflit d'intérêts, guerre illicite, déni de démocratie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous pouvez passer à l'action en étant protégé. Vous faites un courrier, vous allez dans votre mairie, vous demandez à utiliser ce dispositif de recueil des alertes, et vous envoyez un courrier qui va arriver au niveau national. Forcément, cette personne, le déontologue, sera obligé de faire un rapport d'activité à la fin de l'année, et ce rapport d'activité sera public, et il faut absolument qu'on aille se plaindre de l'Union européenne et de ce que ça nous fait subir dans toutes les mairies, toutes les entreprises, toutes les administrations, et que ça remonte de façon massive. Il y a un texte, vous avez le droit de le faire, vous êtes protégé, c'est anonyme, faites-le et faites remonter l'information. Donc ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner et à la faire connaître autour de vous. Et je trouve que le compteur en ce moment n'augmente pas très vite, ce qui veut dire que vous ne faites pas votre travail, la partie qui vous est dévolue. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube du canal Citoyen. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe à l'adresse toute bête www.lesclésdeleurope.fr
Et je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets ou ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Et je rends la parole à Rudy. Merci Yannick. www.lesclésdeleurope.fr, le tout attaché en minuscule. Donc sur Facebook, vous êtes plus d'une cinquantaine à nous suivre, on vous remercie. Si vous voulez venir poser des questions à l'oral, vous n'hésitez pas, vous téléchargez Mumble, vous tapez tutoriel canal citoyen donc, sur YouTube et en 2 minutes, il vous sera expliqué comment nous rejoindre. Donc on avait des questions à l'écrit, pareil pour ceux qui sont sur Mumble directement, envoyez un P direct si vous voulez parler. Oui, tu parlais de compteur et on nous parlait de vitesse. Je crois que, alors au niveau de la question, je crois que c'était Sébastien Run sur Facebook qui disait bonsoir à tous, j'aimerais savoir si c'est acté la vitesse à 80 km/h aujourd'hui. Oui, et ça sera obligatoire au 1er juillet 2018. D'accord, ok. Alors, et le changement des panneaux va coûter, d'après ce que j'ai lu, entre 6 et 9 millions d'euros. Et c'est l'État qui paierait tout, ça ne sera pas la charge ni des communes, ni des régions, ni des départements. Mais bon, ça on verra parce que... Voilà. Bon, voilà le genre de choses qui est inutile, qui est la réponse à un lobby, et qui est vraiment une opération de pure communication. D'accord, ok, merci. Bon, ça reste assez discret malgré le nombre assez conséquent de gens connectés. Pas mal de gens qui reparlaient d'Asselineau. Alors pour toi, est-ce que Asselineau c'est le parti anti-Frexit, anti-UE, quoi, le parti pour le Frexit? Alors, comme je l'ai fait il y a 2-3 semaines, c'est pas le parti, c'est un des partis. C'est celui qui fait le plus de bruit, mais malheureusement, c'est le parti le plus sectaire. C'est le parti qui ne veut pas d'association. C'est le parti qui... Vous voyez comment Asselineau tape sur Philippot, tape sur les autres, tape sur tout le monde. Le problème de Asselineau, c'est pas son parti, c'est son syndrome démiurgique. Il se prend pour le Messie, voire pour Dieu. Le jour où Asselineau dira, écoutez, nous allons faire un grand front anti-Union européenne, et on va demander à tous les gens qui veulent s'associer, tout en gardant leur identité, de venir, et je me range s'il faut derrière une personne pour que ça soit fait, j'y croirais. Pour l'instant, il détruit, de facto, il détruit l'objectif, puisqu'il ne veut pas que ça soit quelqu'un d'autre que lui. Et le malheur, il est là. Donc ses idées sont très bonnes, ses présentations sont très bonnes, son analyse sont très bonnes, il a éduqué un grand nombre de personnes, dont moi, je le reconnais, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus, mais le problème, c'est qu'il a pris le melon, ce monsieur, et malgré ses 0,92% aux élections, ça ne l'a pas empêché de dire que c'est de la faute des autres. Le problème, il est là. Le jour où... Moi, je vois pas d'UPR dans la rue. Moi, je suis sur le terrain très souvent, je vois pas un seul UPR. Ils sont où? Il n'y a pas d'affiches. Moi, je vois des affiches du Front National. J'ai vu quelques affiches de En Marche quand c'était les élections. Je vois toujours des affiches du Front National. Il y a 0 affiche de l'UPR dans ma région. Donc, ils sont où, les militants? Ils sont à peu près 30 000. Il n'y en a pas. Ils sont pas actifs. Donc, je doute du chiffre. Il y a beaucoup de cybermilitantisme. Oui, mais si c'est pour tourner, si c'est pour deux choses, si c'est pour être entre soi, puisque apparemment sur les pages, dès qu'on pose une question un peu de traviole, on se fait virer des pages, et si c'est pour casser du sucre sur le dos de tout le monde et puis troller, quitte à ce... moi je regarde tout le monde et je vois que les non-UPR commencent à en avoir ras-le-bol de l'UPR parce qu'ils ne sont pas fréquentables. Le problème, il est là, je veux dire, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'humanité au sens nous parlons tous ensemble, nous allons avancer. Nous sommes l'UPR, nous sommes les plus forts, vous êtes tous des idiots, vous êtes bêtes et vous êtes cons parce que vous ne comprenez rien, alors que nous on a la réalité, on a la vérité. Ça me fait très peur parce que ça ressemble plus à une secte religieuse. Je dis pas que c'est une secte, je dis le comportement ressemble à une secte religieuse disant nous avons la solution, vous êtes des mécréants, qu'à un parti qui voudrait étendre et s'associer pour aller vers un objectif. Leur objectif, c'est Asselineau. Ce n'est plus la sortie de la France de l'Union européenne. Même si c'est présenté comme ça. Je veux dire, si vous suivez un peu l'activité de l'UPR, vous voyez que c'est tout pour Asselineau. Qui peut me citer un lieutenant d'Asselineau qui n'est pas UPR? Quelqu'un qui n'est pas de l'UPR... Pardon. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas de l'UPR peut-il me citer l'équipe dirigeante de l'UPR?
Non, mais ça me rappelle un proverbe qu'il a à cœur, c'est que le poisson pourrit souvent par la tête. Toujours par la tête. Toujours par la tête, oui, voilà, proverbe chinois. Bah, c'est un peu ça, hein, parce que moi je défends les idées de l'UPR, je les supporte au sens anglais du terme, c'est-à-dire je les porte, je les défends, j'ai les mêmes, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, donc c'est pas un problème d'idéologie ou c'est pas un problème de ligne politique, hein. C'est un problème d'organisation et c'est un problème d'efficacité. À part des communiqués de presse, j'ai jamais vu d'action de l'UPR un tant soit peu médiatique, quoi. Alors qu'il y a eu des choses à faire, hein. Il y a eu des anniversaires importants à fêter, en tout cas à commémorer, hein, les 50 ans des traités, les machins, les trucs. Personne sur le terrain. Personne. Ni le patron, ni les sous-patrons, il n'y en a pas beaucoup, ni les militants. Il n'y a pas d'action synchronisée au niveau national. Donc, voilà. Donc actuellement, ce qui va se passer, on va parler des élections, on en a parlé beaucoup des Républicains avec Wauquiez, on en parle un peu moins maintenant, on va parler beaucoup du PS, là, parce qu'ils sont en train de préparer le futur du PS, alors que c'est plus rien le PS. On va parler un peu d'Asselineau, entre guillemets, parce qu'il passe sur RT. On a 2-3 pastilles où on entend parler d'Asselineau, mais voilà, pourquoi les Patriotes, on va parler beaucoup des Patriotes, vous allez voir qu'à partir de mi-janvier jusqu'au 25-26 janvier, on va parler beaucoup des Patriotes. Pour l'instant, les Patriotes, c'est rien. C'est pas un parti politique, c'est juste une association. Et vous allez voir qu'Asselineau va taper sur les Patriotes. C'est une mauvaise stratégie politique. C'est une très mauvaise stratégie politique. Parce que s'il a un allié qu'il peut avoir, c'est bien les Patriotes. Ok. Alors... Est-ce qu'il y a un UPR dans la salle? Si un UPR dans la salle peut me contredire, j'en serais ravi. Hein. Ouais, ça serait intéressant, mais pour l'instant personne ne met de P, hein, tu sais, ces derniers temps, c'est assez discret. Parce que, alors moi je vais vous faire le pitch, comme on dit. Asselineau va vous dire que Philippot est un leurre. Et que Philippot est financé et mis en avant par je sais plus qui, hein, alors ça va être les Républicains, En Marche, je ne sais pas qui, pour faire perdre de l'UPR, pour que les gens ne connaissent pas l'UPR. Il disait déjà ça du Front National. Donc comment voulez-vous avancer vers une solution qui doit être forcément une solution d'union en travaillant comme ça? C'est pas possible. Je vous disais la semaine dernière que je vous ai fait le bilan des forces en présence, la seule façon d'avancer, c'est arriver aux élections européennes avec un candidat, enfin une liste, qui mélange tous les mouvements anti-européens pour que tout le monde s'identifie, enfin le maximum de personnes s'identifient, et fasse un rafle la mise. Ce qui va se passer, il va y avoir 5 ou 6 listes anti-européennes, plus ou moins anti-européennes, et il va y avoir des seuils dans la proportionnelle, et il y aura 0 élu de cette branche-là, ou peut-être 1 ou 2 élus des Patriotes, ou je sais pas quoi. Et donc vous allez voir que ça va être une catastrophe. Et je la vois venir gros comme une maison. Ça va être une catastrophe si, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire les 2-3 mois qui viennent, il n'y a pas une vraie alliance de tous les mouvements, comme disait Jacques Sapir, un front anti-Union européenne. C'est pas un front national, c'est un front national au sens un front de tous les nationaux pour pouvoir aller contre l'Union européenne. Si ce truc-là n'existe pas, ça va être une catastrophe. Et on va se faire ravager par les En Marche, les socialos et les républicains. Et ils vont se partager les postes. Et je suis prêt à parier cher. Si quelqu'un prend le pari contre moi, je veux bien. Ok, merci. Alors pour les 11 vaccins, on nous demande s'il y a eu une décision de justice. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'une décision de justice? Je sais pas du tout. Là, je relais la question telle qu'elle est. Alors, c'est une procédure légale. Procédure légale, la seule décision de justice, c'est le Conseil constitutionnel. Encore faut-il qu'il soit saisi, et encore faut-il qu'il y ait matière à dire quelque chose. Il n'y aurait qu'une décision de justice que si la loi était attaquée en justice. Mais pour attaquer une décision, il faut qu'il y ait un préjudice. Qui a eu un préjudice pour l'instant? Personne. Donc, où est le préjudice? Si jamais des bébés sont en difficulté de santé, et qu'on prouve que c'est au vaccin, il peut y avoir une décision de justice. Avant ça, la justice n'a rien à voir dans le dossier. Ok, merci. D'ailleurs, en parlant de ça, on va préciser, donc, et vous avertir, faire un petit communiqué. On a été attaqué, on a eu notre première attaque sur Canal Citoyen.
par rapport aux vidéos sur YouTube avec Philippe Alexandre Gendroc quand il a fait son émission par rapport à son ouvrage Vaccin, secret et vérité. Donc en 24 heures, on avait 320 j'aime et 20 je n'aime pas sur la vidéo, et en 24 heures, les commentaires sont restés à 98% positifs. Par contre, on est passé à 600 voire 750 je n'aime pas. Et c'est identique sur toutes les vidéos de Philippe. Donc apparemment c'est un robot qui s'attaquerait à certaines chaînes, certaines vidéos particulièrement, pour pouvoir discréditer et biaiser l'algorithme de façon à ce que la vidéo soit moins visible, hein. Donc voilà, voilà, petite info au passage. On avait Charlie Ajoie qui disait: les patriotes ont le soutien des médias de l'oligarchie, réfléchissez pourquoi. Voilà le genre de comportement qui est non constructif. Ils n'ont pas le soutien de l'oligarchie. Je sais pas si tu as pris ce contrôle. Voilà le genre de comportement qui est non constructif. Ils n'ont pas le soutien de l'oligarchie. Philippot était le numéro 2 du Front National. Philippot a mis en difficulté Marine Le Pen sur un certain nombre de points, et vous avez suivi l'épisode qu'il y a eu entre Philippot et Marine Le Pen. L'oligarchie, comme vous dites, va utiliser Philippot comme un contrepoint à Marine Le Pen. Il n'a pas le soutien de l'oligarchie. Et si vous commencez à parler comme ça, c'est que vous ne pourrez jamais avancer. Parce que je comprends, il a le soutien de l'oligarchie, donc c'est parce que il sert l'oligarchie, donc il sert l'Union Européenne, donc c'est contre Asselineau, donc c'est contre machin. Non, faites une analyse un peu plus profonde que ça. Vous avez suivi, ça faisait bien rire, et ça intéressait beaucoup les médias et les autres hommes politiques, que Philippot fasse chier le Front National et sorte du Front National. Et cet épisode-là, et donc pourquoi est-ce qu'il est invité ? Parce que, dans la tête des médias et des autres hommes politiques, il reste le contrepoint, le meilleur argument contre Marine Le Pen. Donc non, l'oligarchie ne le soutient pas. L'oligarchie s'en sert contre Marine Le Pen, ce qui n'est pas la même chose. En même temps, je me rappelle d'un soir où j'étais là pour filmer en plus. C'est moi qui avais filmé Asselineau ce soir-là. C'était le Forum démocratique. Il y avait Nicolas Dupont-Aignan également et d'autres personnes. Il y avait Jovanovic sur place aussi. Et visiblement, il était venu pour se cacher et pour pomper mot pour mot ce que Asselineau disait. Et pour le ressortir, tout en le saupoudrant de oui, mais peut-être, mais en quoi ça veut dire que l'oligarchie le soutient et que ça serait contre qui, je sais pas qui. Oui, pourquoi pas, je veux dire, cette anecdote a été répétée un grand nombre de fois, pourquoi pas, moi je la mets pas en doute, mais c'est pas pour ça que l'oligarchie le soutient, je veux dire, c'est pas... l'oligarchie a soutenu Macron, point. D'accord, ok, merci. Bon, écoute, on vous rappelle aussi, on vous renvoie encore une fois vers le site Les Clés de l'Europe pour vous procurer le journal Ipso Facto qui est sorti il y a quelques mois de ça, donc il y a plusieurs. Non, quelques jours. Non, mais le nouvelle édition, mais sinon le journal. Ah, depuis, oui, c'est le 7e numéro, là, si je me rappelle bien. Oui, c'est le 7e numéro, donc voilà, par mois. Alors, juste pour une petite anecdote, suite à une discussion avec mon comité de rédaction, le prochain numéro ne s'appellera pas janvier, mais février. On m'a dit qu'il fallait mettre le numéro, qui sortira fin janvier. Ce sera le numéro 8, mais ce sera le numéro de février. Donc il n'y aura pas de numéro du mois de janvier, ce sera février, et on donnera toujours le nom du mois qui suit, pour être un peu plus moderne, un peu plus, en avance sur l'actualité, en sachant que c'est toujours un bilan du mois qui vient de passer. Ok, alors on va juste finir par une petite question. Céline qui demandait pourquoi ne pas envoyer le journal à tous les élus. Vous en occupez, moi je peux plus, j'ai le temps pour faire ça. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas lancer une campagne de communication auprès de toutes les personnes qui ont un peu d'audience et qui sont un peu entre guillemets dissidents, pour leur faire connaître l'émission et le journal. Pourquoi ? Alors juste une anecdote, il y a la page Facebook comment il s'appelle ? Sovereign ou les souverains, je sais pas quoi, qui a demandé qu'on ait une association notamment éditoriale pour le journal, donc on a accepté. Et l'idée, c'est de multiplier ces associations, ces canaux de diffusion. Est-ce que les gens pourront en parler, donner un petit mot dans leur petite vidéo, dire voilà... Bon, mais ça, c'est une équipe qu'il faut monter, c'est une action qu'il faut faire.
Moi, je ne peux plus, je suis occupé à plein temps, donc ça, je ne peux pas le faire. Envoyer le journal à tous les élus, faites-le dans vos villes. C'est tout simple, vous le récupérez, vous l'imprimez, vous le donnez à vos élus, vos députés et vos élus municipaux et régionaux. Donc faites-le, ça coûte pas cher, c'est vous qui allez le faire. Sinon, on peut l'envoyer par mail, des fois sous format PDF, non? Moi, je pense qu'il faut mieux un mail, c'est vite mis à la poubelle. Quand on est en responsabilité des mails, on en reçoit des centaines, et je peux vous dire que les filtres fonctionnent à plein régime. Un petit mot de votre part, manuscrit dans une enveloppe et un papier imprimé, ça a beaucoup plus de puissance qu'un mail. Le mail, c'est fini. Il y a quelques temps, le mail était rare. Maintenant, le mail, on souffre d'être noyé par des mails. Donc en fait, c'est plus la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de donner le papier de main à la main. Et quitte à en discuter d'ailleurs un petit peu. Ok, merci Yannick. Bah écoute, émission assez riche, néanmoins concise ce soir. Un petit mot pour la fin si tu veux, puis on se dit à la semaine prochaine. Toujours pareil, restez attentifs, comprenez bien ce qui se passe vraiment et n'écoutez pas la propagande, mais essayez de décrypter ce qu'il y a vraiment sous les ors de la propagande. Pour ça, venez écouter, venez discuter, écoutez tous les gens qui essayent de faire un travail sérieux autour de l'information et pas simplement des rumeurs. Diffusez l'information autour de vous, faites grandir l'audience de ces canaux sérieux et comprenez bien que le mouvement politique en tant que tel n'est pas suffisant. C'est pas les militants politiques qui comptent, c'est la population. Et la population, la plupart d'entre elles ne veut plus entendre parler de politique et la plupart des gens n'utilisent pas Internet comme vous aimeriez qu'ils l'utilisent. Donc il faut des canaux beaucoup plus humains pour discuter, c'est-à-dire des journaux papier, des discussions, des coups au bistrot et ainsi de suite. Ok, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien jusque-là. Salut à tous. Merci aussi à tous ceux qui étaient sur Mumble et sur Facebook, vous étiez plus de 56. Bonne soirée à toutes et à tous, à la semaine prochaine.